une petite notice dans le numéro de novembre 1900 de l'Optical Magic Lantern Journal qui est consacré aux Fake Cinematograph Pictures. Et on dit, c'est l'article les Fake Cinematograph Pictures dont on dit que ce genre de film pourrait devenir très, très populaire dans les mois à venir et que des choses impossibles peuvent être montrées dans ces films fake. Almost any impossible feats can be seen by the use of fake films. Bien qu'on doive évidemment investir énormément de temps et de savoir-faire pour préparer, découper et assembler les négatifs. Arranging, cutting up and rejoining the negatives. Et après suit donc une description de l'un des nouveaux films. Et je vais vous la lire en anglais, mais je suppose que ça ne posera pas de problème. A particularly good subject is one in which a man enters with a cornet in one hand and a chair in the other. He stands behind the chair and by the act of waving his right hand causes several chairs to range themselves towards that side, whilst a similar movement of the left arm causes others to appear on the left hand. The man with the cornets then sits down on the end chair, but immediately rises up and sits on the next chair, and so on throughout the line of chairs. Strange to say, he leaves his double on each chair. Here we have some 8 or 10 musicians who stand up together and play on their cornets. After a time, they sit down, and commencing at the end of the chairs, the performer gets up and sits on the knee of his next neighbor, with whom he becomes immediately merged. This is continued until the center chair contains the consolidated man with a row of empty chairs at either side. Finally, he stands up and waves the old chairs away and walks off the stage with his own. Voilà, donc bien que la description ne soit pas tout à fait correcte, je pense que vous avez reconnu ce film. Oui, j'espère. Sinon, vous devrez chercher ça sur YouTube. C'est en fait un film de Georges Méliès intitulé L'homme orchestre. Et ce qui paraît étonnant, en fait, c'est le fait que l'auteur de cette notice ait qualifié le film de fake cinematograph picture. Or, dans le numéro suivant de la revue, on fait état d'une réaction de Charles Urban, qui à l'époque était directeur de la Warwick Trading Company, et qui explique que dans le cas du film auquel on a fait référence, il aurait fallu de parler de film à truc, trick film. Un fake film, en revanche, montre une représentation contrefaite d'un événement réel, a counterfeit representation of an actual event, comme on en a vu, par exemple, lors de la guerre des Boers, hein, donc à cette époque, c'était encore très, très virulent, c'est-à-dire, pour prendre une expression neutre, dans des actualités. Alors, cet échange dans les pages de l'Optical Magic Lantern Journal est intéressant à plusieurs égards. Pour commencer, l'auteur du premier texte, inconnu, semble tout à fait au courant de la manière dont sont produits de tels trucs. Hein, il parle de ranging, cutting up and rejoining the negatives. Donc, il connaît vraiment la technique qui est utilisée pour des trucs de substitution. Néanmoins, il y a apparemment un flou terminologique quant à la dénomination de ce genre de film. Du moins, en ce qui concerne cet auteur, car pour Charles Urban, en revanche, les choses sont très claires. Il y a d'un côté les trick films et de l'autre côté les fake films. Or, tandis que l'auteur de l'Optical Magic Lantern Journal, le premier auteur, semble utiliser le terme de fake film de manière complètement neutre, hein, chez Charles Urban, il y a vraiment un jugement de valeur et il utilise le terme de fake film de manière tout à fait, avec des connotations tout à fait négatives. Hein, ce sont des représentations contrefaites et la Warwick Trading Co. ajoute dans le deuxième article ici,
Donc, n'en a jamais distribué lors de la guerre de Boer de tels films, all theirs being actual photographs taken at the occurrence of the various events in Africa. Donc, dans le cas des films à trucs, il s'agit avant tout d'étonner les spectateurs en leur montrant quelque chose qui semble impossible, tandis que dans les fake films, on cherche à faire passer pour authentique ce qui a été mis en scène lors des événements réels ou encore des vues prises dans un autre contexte. Parce qu'il y avait aussi des exemples où on a filmé quelque chose, enfin, on a recyclé un film qu'on avait fait ailleurs et en mettant un titre qui prétend donc qu'il s'agit d'une actualité montrant un événement récent. Alors, quand on regarde les deux termes dans une perspective étymologique, on constate qu'il y a en effet une certaine proximité. L'étymologie n'est pas tout à fait certaine, mais il semble que le mot anglais trick ait sa racine dans le latin tricari, tout comme le mot français tricher. Et voilà ce que on dit le littré de 14, pardon, c'est une faute de frappe, où il est dit que ça vient de l'expression catalane ou provençale truc voulant dire choc ou coup, et où on donne aussi, à côté évidemment aussi le truc utilisé dans les féeries, une des significations populaires qui se réfère à la manière de voler. Et pour trucage, il donne la définition suivante, terme presque d'argot désignant cette industrie blonde et qui consiste à faire payer très cher à des amateurs passionnés pour l'antique des objets fabriqués la veille et savamment habillés d'un vernis d'ancienneté. Donc là, nous avons de nouveau triché très, très clairement dans la étymologie, enfin, dans la définition. Selon Frédéric Tabé, vers le milieu du 19e siècle, il y a aussi le verbe truquer, voulant dire fausser l'identité d'un objet. Donc, dans le même sens que le trucage qu'on a vu ici. Et par extension, dit Frédéric Tabé, le mot truc au théâtre désignait un objet ou un procédé produisant un effet que le public est incapable d'expliquer. Et par la suite, vers le tournant du siècle, la presse corporative employait ce mot pour référer à des numéros utilisant de tels objets, et l'on parlait justement de grands trucs par rapport à l'effet principal d'un spectacle. Donc, il y a en effet un certain chevauchement des champs sémantiques de truc ou trick d'un côté et de fake de l'autre côté. Alors, quant au cinéma, il s'agit dans les deux cas d'images qui semblent provenir d'un enregistrement du réel sans l'être, vraiment, ou, dans le cas de certains fake films, non pas le réel que le film prétend montrer. Le cas des fake films tels que Charles Urban les caractérise est pourtant assez complexe, car les actualités reconstituées ne cherchent pas nécessairement à tromper le public. Voilà quelques exemples de la production de Georges Méliès, de actualités reconstituées. Il y a en haut à gauche, enfin, oui, c'est à gauche pour vous aussi, je suppose, l'accident de Maine lors de la guerre américano-espagnole, qui a été filmé à travers un aquarium. Donc, déjà, bon, déjà, c'était clair pour les spectateurs. Je suppose que, enfin, la plupart du moins, qu'on ne pouvait pas filmer de cette manière-là sous l'eau. Il y a cette autre scène à droite en haut
qui vient de la guerre gréco-turque, et puis l'affaire Dreyfus, qui est un autre exemple. Et dans le cas de Méliès, de toute façon, il n'y a pas la tentative de faire croire qu'il s'agit d'images documentaires. Et ici, un autre exemple d'un catalogue, c'est les polyscopes de 1903-4, qui c'est pour en fait, au moment des tensions entre la Russie et le Japon déjà, il est dit en toutes lettres qu'ils ont un expert de la marine, hein, former naval expert, qui est très très familier de la région où le conflit a lieu, et il est dit, his assistance and advice will be invaluable to assist in establishing the accuracy of details in our reproductions of the more thrilling yet to be famous films. Donc, no series of war films have ever drawn the money that our new reproductions of the Japan-Russian struggles will. Ici, de toute façon, on est très très clair, il s'agit de reproduction, ou parfois on utilise aussi le terme de représentation, comme pour ce cas du film de Méliès, Le couronnement d'Édouard VII, où justement, il y avait, vous connaissez ça peut-être, il y avait un article publié qui disait, voilà, ne vous faites pas tromper parce que vous ne verrez pas le roi d'Angleterre, mais c'est un garçon boucher du Kremlin Bicêtre qu'on vous montre dans ce film, tandis qu'effectivement, dans la publicité pour le film, il est dit justement en toutes lettres, on se vante même de la somme dépensé pour créer cette reproduction absolument parfaite de la cérémonie. Donc, contrairement à ce que suggère Charles Urban, dans beaucoup de ces films actualité reconstituée, on ne cherchait pas du tout à faire passer ça comme des images documentaires, donc il n'y avait pas de volonté de tromper. Toutefois, il y avait effectivement un certain nombre d'exploitants enfin de producteurs qui le faisaient, et on ne sait pas non plus comment les exploitants locaux pourraient après vendre, enfin montrer les films à leur public. Et là, il pouvait y avoir évidemment aussi des cas où on a effectivement essayé de tromper les spectateurs. Par contre, ce qui est très très clair avec les films à trucs, les trick films, hein, qu'ils n'essayent pas du tout à tromper le public, mais qu'ils jouent plutôt une espèce de jeu avec lui. Ils prétendent présenter un simple enregistrement du réel et voilent les opérations qui rendent possibles les choses merveilleuses que l'on voit. Donc, ceci dit, il me semble important de ne pas regarder les trucs cinématographiques en isolation et de regarder ça plutôt en rapport avec les spectacles de magie et le genre de la féerie. Et pour le spectacle de magie, je vous renvoie aussi à l'étude très importante de Frédéric Tabet sur les rapports entre cinéma et le spectacle magique. Il y a évidemment des différences entre le spectacle de magie, la féerie et de la féerie sur scène et les films à trucs, quant à la manière dont les trucs sont exécutés, mais il y a aussi des choses en commun qu'il faut souligner. Et c'est premièrement, et même si ça peut paraître évident, c'est des spectacles où on ne se réclame pas de pouvoir surnaturel, mais on reste dans le domaine de ce que Simon During, dans une étude très importante, appelle secular magic, la magie séculaire. Et
pour prendre la terminologie de Christian Metz, il s'agit de ce qu'il appelle des machinations avouées, hein, c'est-à-dire tout particulièrement dans ces catégories de trucage invisible, parce qu'on sait qu'il y a truc, mais on ne sait pas comment le truc fonctionne au juste. Et parce que la machination est avouée, la magie séculaire non seulement coupe les liens avec la magie surnaturelle, mais aussi elle coupe les liens entre truc et triche ou tromperie. Dans un sens, on pourrait dire qu'il y a une sorte d'accord. Le public sait que l'on va lui montrer des choses impossibles et que l'on ne va pas pouvoir croire ses yeux. Et c'est pour ça, justement, qu'on va voir de tels spectacles. Et en même temps, surtout dans les spectacles de magie, il y a le public essaie très souvent d'entrer dans une sorte de compétition presque avec la magicienne ou le magicien et de pénétrer le secret de la production des effets. Et pour cette raison, les artistes cherchent à égarer le regard du public. Et je cite Robert Houdin, le célèbre Robert Houdin, qui écrivait en 1868 « On ne doit rien négliger de ce que peut concourir à égarer l'esprit des spectateurs. Aussi, lorsque vous présentez un tour, tâchez de faire attribuer son exécution à tout autre principe que celui qui le produit. Un tour d'adresse, dans ce sens, devra reposer sur des combinaisons mécaniques ou physiques, ou bien un artifice tiré des sciences sera donné comme un résultat de la dextérité des doigts. Donc, même dans des techniques même, on peut égarer l'esprit en essayant de faire croire au public que les choses se passent d'une manière et se passent d'une manière complètement autre. Dans le cas de Robert Houdin, il y a l'exemple de ce automate Antonio Diavolo, le trapéziste, qui en fait n'était pas un automate, mais justement était dirigé par des fils, etc., par des gens qui étaient à l'extérieur de la scène. Mais en fait, ça, ce ne sont que quelques-unes des stratégies employées par des magiciennes et magiciens sur scène pour égarer le regard du public ou l'esprit du public. Et ce qui est intéressant, c'est en 1894, il y avait le psychologue Alfred Binet qui a publié un article intitulé « La psychologie de la prestidigitation » et qui a voulu pénétrer les secrets de la prestidigitation. C'est un article publié dans la revue de Deux Mondes. Et pour cet article, Binet a interviewé, a parlé, à faire aussi présenter des trucs à plusieurs prestidigitateurs, dont aussi Georges Méliès, hein, directeur du théâtre Robert Houdin à l'époque, et il a demandé à Georges Demeny, qui était l'assistant d'Étienne Jules Marais à cette époque, de chronophotographier quelques numéros. Hein. Donc, ils ont après montré image par image ce qui se passe à tout moment lors de l'exécution d'un truc. Et Binet, dans son article, conclut « Si l'épreuve photographique détruit si complètement l'illusion, c'est parce qu'elle supprime tous les facteurs de l'erreur que nous avons énumérés. La vitesse du tour, le boniment de l'artiste, les manœuvres qui ont produit un déplacement ou une diminution de la tension, etc. Grâce à la photographie, nous pouvons faire le départ entre ces deux éléments de toute perception que l'on confond si souvent l'un avec l'autre, la sensation brute et l'interprétation de l'esprit. » Or, ce qui est intéressant, c'est que le cinématographe, justement, non seulement
permet de restaurer l'illusion que la chronophotographie a permis de détruire. Il offre aussi d'autres moyens pour égarer le regard. Un exemple bien connu, ce sont par exemple les collures de Méliès quand il fait arrêter le film et récolle, qu'il place dans la partie supérieure du plan parce que le regard du spectateur est porté plus sur l'action qui se trouve au centre de l'écran. Et un concept qui est extrêmement important et qui est aussi utilisé souvent par les gens déjà à l'époque qui écrivent sur la magie sur scène, qui est la continuité apparente. Hein? Simon During explique ça en disant, justement par rapport au cinéma en relation avec le spectacle de magie sur scène, gaps and disappearances in the presented show are concealed. The opacity of the celluloid that separates one film cell from another is structurally equivalent to the invisibility of the conjurer's ball or hand as it performs its passes. Donc, il dit que là où sur scène on utilise, il décrit d'ailleurs aussi beaucoup des stratégies qui sont utilisées, hein, qui égarent le regard du spectateur. Le cinéma peut le faire par cette petit espace noir entre deux photogrammes qui permettent d'intervenir, de manipuler et qui ainsi permet de créer cette apparente continuité qui en fait fonctionne par la disruption. Et c'est d'ailleurs, je vous renvoie aussi à l'étude très très précise que Frédéric Tabet, dans son livre, fait de l'escamotage d'une dame chez Robert Houdin, où il montre aussi comment le film reprend beaucoup d'éléments du numéro sur scène et en même temps travaille avec une technique visiblement tout à fait autre. Avant de revenir au cinéma, je voudrais faire un petit détour par la féerie sur scène et prendre comme exemple une scène décrite par J. Mohanet. Je n'ai toujours pas trouvé le prénom de ce monsieur. Il apparaît toujours uniquement par l'initiale, qui a publié un livre très, très intéressant, L'envers du théâtre, en 1873. Il y a peut-être même une édition antérieure. Et là, il décrit une scène de la pièce Le Roi Carotte, où il décrit cette scène dans les termes suivants. Un magicien très vieux, très cassé, après avoir rendu des services très importants à ses protégés, leur demande comme unique récompense qu'ils veulent bien couper son corps en morceaux et jeter les morceaux de sa personne dans un four chauffé à blanc afin qu'il eût l'avantage d'y renaître jeune et bien portant. Sa volonté s'exécutait en scène sans que le personnage cessât de parler. Ce truc compliqué ce truc se compliquant d'un énorme volume posé sur une table. Des figures peintes sur les feuillets de ce livre s'animaient et s'échappaient du volume à mesure que l'on tournait les pages. Après 2 ou 3 culbutes sur la scène, elles étaient réintégrées par un acteur dans les feuillets d'où elles étaient sorties. Alors, pour mettre en scène cette série d'actions, on utilisait des miroirs, des trappes, des faux bras, des faux jambes, etc., un masque avec des traits de visage magicien et d'autres accessoires, ainsi qu'une chorégraphie extrêmement précise des mouvements en dessous de la scène. Et là où le public voit une action continue, il y avait en fait qu'une série de disruptions bien orchestrées. Et là, sur ce dessin, on peut déjà voir un peu comment ça se passe. D'une part, donc,
il y a une non-continuité spatiale, mais qui est suggérée en tant que continuité. C'est les miroirs en dessous de la table, hein, qui faisaient que là, il y a un espace où les gens peuvent venir des trappes en dessous. Hein, et ce qui faisait aussi que les acteurs, Moinet le dit, ne pouvaient pas passer derrière la table parce qu'on aurait vu que leurs jambes disparaissent du coup. Hein. Et de même, il y avait donc les faux bras et le masque et les faux jambes, etc., qui suggèrent une continuité du corps, hein, tandis que le vrai corps de l'acteur est déjà disparu par la chaise. Et le fait on a l'impression qu'il continue à parler crée aussi une continuité. Hein. Donc, il y a plusieurs artifices qui interrompent ce qui, aux yeux du spectateur, apparaît comme une action continue. Et on égare effectivement le regard parce que avec ces personnages des enfants, en fait, qui sortent du livre, font des culbutes, etc., et qui effectivement utilisent également l'espace en dessous de la table, le regard des spectateurs se porte aussi sur cet événement-là, ce qui permet à l'acteur de s'éclipser de manière plus efficace. Alors finalement, je voudrais vous montrer, et je change de... Je quitte mon PowerPoint. Est-ce que vous voyez l'écran? Enfin, bon. C'est une petite scène du film Cendrillon de Georges Méliès, qui est également, c'est une féerie. Et c'est un tableau. Et ça intervient au moment où, Cendrillon rentre après avoir été surpris par le temps, hein, que c'est minuit, elle doit partir et elle oublie sa chaussure là. Et donc, elle est maintenant rentrée à la maison. Voilà. OK, là, on est déjà dans la prochaine scène. Donc, il y a ce tableau qui apparaît. Attendez, je vais revenir sur... Voilà. Ça, c'est un plan, effectivement, qui n'est même pas dans cette scène. Il y a donc un tableau de 33 secondes, relativement long sur un film qui en compte 6 minutes à peu près. Et ce qui est très, très important ici, c'est effectivement l'apparence de la continuité spatiale, hein, qui suggère une continuité temporelle. Ça a été déjà dit dans son livre sur Méliès de Pierre Gênes en 1984 et autour du même moment aussi par Tom Gunning. Hein. Et il y a des disruptions visibles, hein, les transformations qu'on voit, mais en même temps, ces transformations sont présentées comme des choses abruptes qui se passent à ce moment, à ce moment même. Hein, et il y a évidemment de multiples prises qui apparaissent comme une seule prise de vue continue. Et si on traduit ce qui se passe ici dans le vocabulaire de la filmologie, hein, on peut dire que
le temps filmophanique, c'est-à-dire le temps de projection, le temps de visionnement, est vu comme identique au temps diégétique, mais aussi, et c'est ça qui est très très important pour le fonctionnement du truc, on suggère que ceci est également équivalent au temps profilmique, malgré le fait que ces événements ne peuvent pas avoir lieu dans un temps profilmique continu. Alors, ceci est très, très compliqué à produire, comme Méliès explique aussi dans sa célèbre causerie, notamment pour des films comme L'Homme Orchestre dont il était question avant, où il y a de multiples exposition de la même pellicule parce que les acteurs doivent être extrêmement précis dans leur mouvement pour ne pas se chevaucher parce que du coup, on verrait que ça devient transparent. Or, donc, sur scène et à l'écran, on montre ainsi des choses impossibles et on recourt à des trucs, ce qui constitue d'une part un défi perceptif. On voit les choses qu'on ne peut pas croire qu'il se passe ainsi. Et donc, en même temps, aussi un défi épistémologique parce qu'on se demande comment est-ce possible. Et on peut, comme l'a fait Binet, entre autres, dévoiler le secret, mais cela fait disparaître l'illusion, comme il dit. Et ce qui est important pour le truc, c'est qu'il n'y a pas seulement des trucs magiques, mais il y a surtout et avant tout aussi la magie du truc. Et je vous remercie.